Excellent. Okay, everyone. If I... Bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander de bien vouloir m'écouter. Nous allons pouvoir commencer. Je m'appelle Ryan Heath, je suis correspondant Union européenne à Politico. C'est moi qui vais animer cette séance de cet après-midi. Le sujet, vous le connaissez, c'est sur ces 5 générations au travail, des baby-boomers à la génération Z et comment faire face à cette nouvelle réalité. Juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler tout d'abord qu'il y aura un orateur japonais dans cette séance, donc bien vouloir tenir vos casques à disposition. Le canal 1 est pour l'anglais et les autres canaux apparaissaient à l'écran il y a un instant, donc n'hésitez pas à utiliser la traduction. Maintenant, pendant que vous vous préparez, je tiens également à vous signaler que, comme ce matin, vous êtes invités à participer via Twitter, mais également via le service Weasambly. Donc si tel n'est pas déjà le cas, et si vous n'avez pas encore le petit dispositif, eh bien allez sur le hotspot OCDE, allez sur Weasambly, et merci de bien vouloir vérifier les différents écrans pour pouvoir voter. Si vous êtes sur Amphithéâtre 2, vous allez pouvoir poser des questions via l'interface que je recevrai sur cet iPad, et il y aura également un petit sondage qui vous sera posé entre les présentations des orateurs et les échanges avec la salle. Et espérons-le, vous pourrez participer activement à ce débat. Sans plus attendre, je vais vous présenter nos premiers orateurs. Nous avons tout d'abord John Jenkins, qui travaille chez AARP, qui est la plus grande organisation du monde. Bienvenue. Marie Kivenimi, qui est vice-secrétaire générale à l'OCDE. Alors, Joanne, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous avez un nouveau rapport sur le vieillissement qui vient de sortir, et on en a informé pendant la pause déjeuner. Est-ce que vous voudriez bien nous présenter les opportunités qui s'offrent à nous et nous dresser un tableau du vieillissement à l'échelle internationale et comment faire face à ces nouvelles vies qui risquent de durer une centaine d'années et à ces carrières beaucoup plus longues? Oui, avec plaisir. Nous avons donc présenté notre rapport sur le vieillissement ce matin et il est disponible sur notre site internet. Nous l'avons travaillé en partenariat avec FP Analytics. C'est pour faire des recherches dans 12 pays à haut revenu. Et nous avons regardé cette question du vieillissement dans le monde. Tout cela se caractérise par différentes catégories. Il y a ceux qui sont en avance et ceux qui sont en retard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des 12 pays n'est ni en avance ni en retard dans tous les domaines. Donc, ce qui ressort clairement de ce rapport, c'est qu'il y a cette idée que ceux qui avaient de l'avance dans certains domaines, eh bien, utilisent certains produits et services qui permettent aux gens de vivre plus longtemps chez eux. Et il y a de plus en plus de gens et d'ONG qui présentent de nouvelles solutions plutôt que des solutions publiques ou des États qui se penchent sur ces questions. Donc tout cela est passionnant. Je crois que je vous remercie d'avoir soulevé ce point et je vous invite à aller sur arpinternational.org pour découvrir le rapport dans son intégralité. Maintenant, vous m'avez posé une autre question, cette vie centenaire, comment nous, société, pouvons faire face à cette idée nouvelle qui est qu'on pourrait vivre une centaine d'années. Il y a de plus en plus de gens qui dépassent 85 ans, il y en a de plus en plus qui sont centenaires. Et si vous regardez cette perspective d'une vie de centenaire, eh bien comment revoir les différentes tranches de nos vies en termes de système d'éducation, en termes de changement au travail, comment faire face à cette idée qui veut que pendant cette vie de centenaire, eh bien, on aura 3 ou 4 carrières totalement différentes et 3 ou 4 emplois totalement différents. Le fait que ça va changer la manière dont on se forme, la manière dont les employeurs nous voient et regardent notre expérience et comment est-ce que cela va nous permettre d'appréhender l'âge de la retraite.
Qu'en est-il de l'idée que selon fait de la vie que l'on aura au-delà d'une soixantaine d'années? Donc autant d'idées, de questions qui se posent, et d'où cette idée de 5 générations au travail. Et nous travaillons sur toutes ces questions, sur le lieu de travail chez ARP, et nous utilisons notre rapport sur le vieillissement pour voir ce que nous pouvons faire, nous, organisations, avant de parler aux autres, d'échanger et d'essayer de regrouper les jeunes, les seniors face à leurs expériences en termes de technologie, de contenu, comment améliorer les conditions de travail et le travail d'une manière générale. Merci. Je crois que vous allez pouvoir saisir la balle au bon puisque vous avez beaucoup travaillé sur les questions pratiques, discrimination liée à l'âge. Qu'en est-il des faits concernant les discriminations liées à l'âge par rapport aux jeunes, aux personnes âgées? Quelles sont les tendances et quelles sont les solutions que vous avez identifiées? Alors, c'est toujours le cas, ce qu'on constate dans les pays de l'OCDE, c'est qu'il y a toujours cette discrimination liée à l'âge, malheureusement. C'est quelque chose qui perdure dans pas mal de pays. Il y a beaucoup de faits qui le montrent. Pour ce qui est de l'embauche ou du licenciement ou de la promotion des gens, eh bien, il y a peu de lois sur les discriminations liées à l'âge. Dans les pays de l'OCDE, eh bien, le premier pays qui a introduit ce type de législation, c'est les États-Unis. Et ça, c'était dès 1967. Ça fait donc 50 ans, mais ça reste largement insuffisant en termes de progrès. Et puis, dans les pays européens également, il y a des choses qui ont été faites avec une directive européenne, notamment, qui fait que d'ici 2026, tous les pays européens doivent introduire ce type de législation. Mais lorsqu'on regarde les études et qu'on voit les faits et qu'on voit la situation dans la réalité des pays, il y a notamment une étude qui a été menée par votre organisation, madame, et qui explique que 64% des employés, des travailleurs, ont vécu ou observé ces phénomènes de discrimination. Il y a donc des faits et beaucoup de preuves dans la littérature universitaire par rapport à cette question de la discrimination dans l'embauche de femmes plus âgées. Et si on regarde les études menées au sein de l'Union européenne, dont une qui est un eurobaromètre, on voit que 21% des répondants, c'était il y a quelques années en Europe, on nous disent qu'ils ont subi une discrimination liée à l'âge au travail. Mais 6% seulement avaient signalé cette discrimination. Donc première chose à faire, c'est le signalement. Et ça, c'est important et on s'en rend compte. Il est parfois difficile de démontrer que tel a été le cas, que l'on a subi une discrimination. Mais là, il faut être actif et se battre. Plusieurs pays ont introduit de nouvelles mesures pour que cette loi fonctionne mieux et pour qu'on obtienne de meilleurs résultats. Il y a un certain nombre d'études de cas qui ont été menées en Norvège, en Suisse et en France. Il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été menées. C'est le cas aux États-Unis également. Et je crois que votre organisation, d'ailleurs, a été très active en la matière. Et il y a un certain nombre de pays également qui ont mis en place des boîtes à outils ou qui ont partagé leurs meilleures pratiques. Et ce qui est important, c'est que bien souvent, dans les entreprises, eh bien, c'est la hiérarchie qui doit mettre à disposition les formations nécessaires. Parce qu'au quotidien, c'est eux, c'est la hiérarchie, ce sont les supérieurs hiérarchiques qui vont pouvoir lutter contre ces discriminations liées à l'âge. Donc il y a tout un train de mesures nécessaires. Il faut rentrer dans les détails techniques également. Il faut voir quels sont les processus de recrutement, par exemple. Et il faut... Oui, il y a ce qui relève de la discrimination consciente ou inconsciente. Il y a d'autres formes de discrimination également qui peuvent être très subtiles parfois. Et soit les gens font des efforts très importants pour les cacher, soit ne se rendent pas compte qu'il y a discrimination. Est-ce que vous avez des informations justement sur cet aspect? Alors écoutez, je ne dispose pas d'études spécifiques sur ce point, mais je crois que pour ce qui est de tirer le
partie de la loi, de la législation, eh bien, je crois qu'il faut impliquer tous les partenaires sociaux et les médias et tout un chacun pour que les gens soient mieux armés et puissent déceler ce qui se passe sur le marché du travail et dire haut et fort, voilà, j'ai vu ceci ou cela. Eh bien, nous avons mené des recherches dans notre propre organisation pour savoir si nous avions des attitudes liées à l'âge, même dans une organisation qui, depuis 60 ans, s'intéresse précisément aux besoins de ceux qui ont plus de 50 ans. Mais nous avons donc un indice lié à l'âge, la question étant de savoir ce que l'on fait contre les plus âgés, contre les plus jeunes, et quel est l'âge. L'âge moyen de nos employés, c'est 48 ans dans notre organisation. Néanmoins, nous avons des stagiaires qui viennent, et ce qu'ils ont identifié chez nous, à ARP, c'est que pour être embauché, eh bien, il fallait disposer d'une dizaine, quinzaine d'années d'expérience, parce qu'on ne recrute pas des jeunes qui sortent tout juste de l'université. Donc il a fallu qu'on revoie nos politiques pour justement mettre en place des plans de succession pour faire venir des jeunes dans notre organisation. On a également travaillé sur ce qu'on appelle les stagiaires de plus de 50 ans. L'idée, c'est qu'il y a pas mal de gens qui veulent revenir, utiliser les compétences qu'ils ont acquises pendant leur vie active. Et l'an dernier, on a eu nos premiers stagiaires de plus de 50 ans qui ont travaillé avec des jeunes de 18, 20, 25 ans sur le lieu de travail. Oui, je crois qu'il est important de se concentrer sur toutes les tranches d'âge par rapport à toutes ces questions de discrimination. Et notamment, lorsque l'on regarde les taux d'emploi, on se rend compte que l'emploi des jeunes va de pair avec l'emploi des seniors. Donc il y a une corrélation positive et non pas négative. Ce n'est pas comme s'il y avait une quantité donnée de travail à répartir entre les jeunes et les seniors. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Mais nous avons d'autres études et on a également ces tendances sur le long terme qui font que le taux d'emploi des jeunes s'améliore comme celui des personnes âgées, mais on a d'autres études qui montrent qu'à plus court terme, eh bien, on peut constater une corrélation négative ou un lien négatif entre les jeunes et les seniors. On a cette étude sur la Norvège et l'Italie où l'on a constaté que si l'âge de départ à la retraite augmente, eh bien, l'accès des jeunes au marché du travail ne souffre pas pour autant. Tout cela est lié aussi beaucoup à des questions de souplesse, de flexibilité sur le marché du travail. C'est-à-dire que il ne s'agit pas forcément de parler des lois travail, mais il y a peut-être de plus en plus de gens qui font des petits boulots, qui travaillent à temps partiel. Il y a beaucoup de chauffeurs Uber, etc., qui ont plus de 70 ans. Donc il est possible d'inviter les gens à participer activement au marché du travail de manière flexible, sans pour autant entraîner des réformes qui vont être polémiques au niveau politique. Maintenant, que pouvons-nous faire pour disposer de cette souplesse et pour créer un environnement de diversité sur le lieu de travail sans entraîner trop de complications? Mais écoutez, les recherches que l'on a menées montrent bien qu'il y a des similitudes entre les millénials et la génération des baby-boomers. Les jeunes, les millénials, souhaitent travailler non loin de chez eux, à 10 minutes, ils veulent avoir de chez eux, ils veulent avoir de la souplesse. Les responsables aux États-Unis, directeurs, nous disent que les millénials veulent faire des travaux en projet plutôt que d'être employés quelque part pendant 5 ou 10 ans. Ils veulent travailler sur un projet spécifique. Donc la question de savoir comment les impliquer, comment faire en sorte qu'ils trouvent plaisir à faire ce qu'ils font tout en restant dans l'entreprise. Et les personnes âgées ont une approche tout à fait différente. C'est un petit peu comme cette année sabbatique. Les gens vont travailler pendant 30, 40 ans, puis ensuite vont prendre leur retraite, s'isolent, s'ennuient, et donc ils veulent prendre une année sabbatique et puis ensuite revenir sur le marché du travail pour faire quelque chose de différent peut-être. Je crois que de plus en plus, pour les multinationales, on va essayer de gagner en souplesse pour que les aînés reviennent dans l'emploi
dans la vie active et apportent toute leur expérience, tout leur savoir. Et on va également veiller à ce que les millénials, les jeunes, travaillent sur des projets spécifiques. Et l'idée étant d'avoir à la fois la souplesse pour ce faire. Nous avons mis en place une retraite progressive. On peut chercher à prendre sa retraite pendant 5 ou 10 ans en ralentissant son rythme pour ne pas perdre la valeur ajoutée du salarié senior. Je crois qu'il y a différents exemples qui existent partout dans le monde de ce que peuvent faire les différentes organisations et de ce que peuvent faire les États en termes de souplesse. Et je crois que ce que Google fait particulièrement bien, c'est de dresser une liste des avantages et vous pouvez choisir les avantages qui sont les plus importants pour vous. Et à partir de là, ils vous mettent en place des paquets emploi. Et si vous avez par exemple de jeunes enfants et que vous voulez avoir de la souplesse pour travailler de chez vous ou avoir une assurance médicale pour les enfants, etc., ben ça pourrait être un paquet qui sera différent de quelqu'un qui sera un peu plus âgé, dont les enfants sont plus grands, n'habitent plus à la maison. Et ça changera aussi les horaires auxquels vous souhaiterez travailler. Oui, c'est vrai qu'il faut beaucoup de souplesse sur le marché du travail. Et ce qui compte également, c'est d'avoir un système éducatif qui doit être le plus flexible possible afin de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pendant toute sa carrière. Donc cet apprentissage tout au long de la vie, ça reste le mot clé. Et c'est un message qu'il faut faire passer aux autorités publiques et aux employeurs qui doivent participer directement à tout cela, à cette montée en compétences, à cette formation des employés, puisque c'est quelque chose de gagnant-gagnant pour eux et pour toute la société. À l'évidence, ça commence très tôt, mais cela va jusqu'à votre départ à la retraite. Vous devez avoir la possibilité de monter en compétences. L'éducation, la formation jouent un rôle énorme, évidemment. Mais il y a d'autres exemples et d'autres pays dans lesquels on constate qu'il y a la mise en place de nouveaux systèmes comme l'apprentissage pour les jeunes, mais également pour les personnes plus âgées. En Nouvelle-Zélande, ça c'était en 2014, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place. C'était ouvert uniquement aux 16-21 ans, mais maintenant c'est ouvert à tous. Dispositif d'apprentissage, et donc vous avez le soutien, le mentoring, le parrainage et le soutien et l'aide financière. Et ça, c'est un exemple assez concret, je crois, de la souplesse que doit apporter le système éducatif. Et pour finir cette séance, Johan, on a une question du public. Et c'est sur ce que disait Mary à l'instant. Autre exemple, peut-être. Que peut-on faire pour aider les aînés à acquérir de nouvelles compétences ? Mais bon, on peut l'élargir à tout le monde finalement, parce que si vous êtes chauffeur et que vous avez 19 ans aujourd'hui, bien, vos compétences vont être obsolètes dans 5 ans. Que vous ayez 19 ou 65 ans n'a guère d'importance finalement. Il s'agit simplement de régénérer ces compétences. Comment faire ? Eh bien, dans les échanges que j'ai pu avoir avec les employeurs partout dans le monde, il y a cette idée qui veut que nous devions constamment tous acquérir de nouvelles compétences. Que ce soit une formation sur le tas, au travail, à l'université, en ligne, il va constamment falloir s'adapter aux nouvelles technologies, puisqu'on ne sait pas ce que seront les compétences nécessaires dans 5-10 ans, puisque la technologie évolue trop vite. Et donc, je pense que ce qui est très important pour nous, c'est de voir l'éducation pendant toute notre vie. L'idée étant de réfléchir, de faire preuve de créativité par rapport au financement de l'éducation. La question étant de savoir s'il faut avoir des diplômes universitaires à 21-22 ans. Est-ce qu'on veut continuer à se former tout au long de nos vies et de nos carrières? Est-ce qu'on veut être un employé productif, quel que soit notre âge? Et ce qui est intéressant en la matière, c'est que les gens qui travaillent pour Uber ou Lyft nous disent que lorsqu'ils ont mis en place leur modèle d'affaires, ils n'avaient jamais envisagé d'avoir des chauffeurs qui auraient plus de 40 ou 50 ans. Même chose avec Airbnb. Au départ, ça ne faisait pas partie de leur business model. Maintenant,
les meilleurs chauffeurs aux États-Unis pour Uber et Lyft, eh bien, ils ont plus de 50 ans. Et ceux qui participent le plus et génèrent de nouvelles recettes chez Airbnb, c'est les gens qui ont justement plus de 50 ans. Eh bien, quand j'aurai 60 ans, moi, je pourrais me lancer dans Uber, peut-être à ce moment-là. Alors, une dernière réflexion, Mary, avant de boucler. Eh bien, écoutez, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je voudrais ajouter que par rapport au système éducatif, eh bien, les compétences sont particulièrement importantes, compétences de base. Et bien souvent, dans bien des pays, tel n'est pas le cas. Il suffit de regarder les compétences de ceux qui ont une quinzaine d'années ou même de ceux qui sont un peu plus vieux. Et bien souvent, on s'en rend compte, c'est insuffisant. Et je crois que ce qui est vraiment essentiel, c'est d'enseigner les compétences de base et ce, comme il se doit. C'est-à-dire qu'il faut disposer de cette base pour en faire un tremplin pour pouvoir avancer. Ça, c'est assez essentiel. Et évidemment, je pense aux compétences numériques en particulier. Merci. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints sur scène. Nous allons pouvoir vous applaudir avant d'accueillir les autres orateurs. Merci. Okay, as our panelists join us on the stage, we might go to the first poll. I think. Alors, on va pouvoir passer au premier sondage. Non. Alors, oui, première question qui va vous être posée maintenant, qui va apparaître à l'écran. La question étant, avez-vous vécu des discriminations liées à l'âge, quel que soit l'âge en question, parce que vous êtes jeune ou parce que vous êtes trop vieux, au travail? Alors, si vous ne connaissez pas le système, il faut que vous vous connectiez sur le hotspot OCDE. Ensuite, vous allez sur wissembly.com, /OCDE.com. Voilà. Et vous pouvez ensuite répondre aux questions qui vous sont posées. Donc je vous laisse le temps de répondre à ces questions. On reviendra un peu plus tard sur les réponses que vous y aurez apportées. Alors, on va pouvoir continuer et plonger dans différents aspects de cette vie active intergénérationnelle. Voilà, notre orateur suivant est donc Martin, si je ne m'abuse, qui est responsable de Egon, qui est basé aux Pays-Bas, n'est-ce pas? Et juste à ses côtés, là, je vais avoir du mal à prononcer votre nom, c'est Kaylin Barr. Killin, ah pardonnez-moi. D'accord, c'est un nom irlandais, à chaque fois je l'écorche. Et vous êtes journaliste à l'équipe Data Projects au Guardian. Ensuite, à vos côtés, il y a Dejan Bojanic, qui est vice-président du Forum européen de la jeunesse. C'est une organisation basée à Bruxelles. Et puis, nous avons également le plaisir d'accueillir Naoto Omi, qui est secrétaire général de Rengo JTUC, syndicat japonais. Voilà, merci à tous de votre présence. Peut-être, pour commencer, pourrais-je vous poser la première question. Alors, Martin, vous travaillez sur les retraites flexibles. Est-ce que les gens sont prêts à cette retraite flexible? Est-ce qu'il y a des produits sur le marché pour que les gens puissent répondre à leurs besoins et satisfaire leurs besoins de retraite anticipée ou tardive? Eh bien, écoutez, merci de me poser cette excellente question. Alors, nous venons justement de publier notre étude sur les retraites aujourd'hui, étude menée dans une quinzaine de pays par rapport au fait que les gens souhaitent partir en retraite ou pas. Alors, la première des bonnes nouvelles, c'est que globalement, les gens sont prêts, disposés à partir à la retraite. Et il y a un changement majeur par rapport à la génération précédente, qui est qu'un peu plus de 30% des personnes interrogées pensent pouvoir prendre leur retraite d'un coup. Bon, chez mes parents, c'était 80-90%, donc c'est quand même un changement majeur. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que dans quasiment 60% des cas, eh bien, les gens pensent prendre leur retraite de manière souple, lentement mais sûrement, ou alors de ne pas jamais prendre leur retraite, de ne pas prendre leur retraite du tout, ce qui n'est peut-être pas forcément très réaliste. Mais en tout cas, ce qui est assez édifiant, c'est que 30% environ des gens qui ont pris leur retraite ne l'ont pas fait volontairement. Donc, soit ils l'ont fait pour des raisons de santé, ou soit parce qu'ils ont été licenciés. Donc ce sont des départs à la retraite involontaires. Et ça me semble être une question vraiment importante. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à des solutions envisagées, dont le fait d'impliquer la responsabilité des employeurs.
c'est-à-dire qu'il faut avoir des employés qui sont en pleine santé. Ça, c'est un élément très important. Mais l'autre aspect très important, c'est de veiller à ce que les gens puissent acquérir de nouvelles compétences, notamment face aux nouvelles évolutions technologiques. Donc ce sont deux aspects qui me semblent particulièrement importants par rapport à ce travail pentagénérationnel. Ensuite, qu'en est-il de l'évolution professionnelle et que faire pour que les gens soient en bonne santé? Parce que ce qu'on entend toujours dire des employeurs, lorsque j'ai travaillé pour une institution publique, bon, là on a un peu plus aidé, mais sinon on me dit toujours ah bah de toute façon dans 5 ans vous allez peut-être partir. Alors pourquoi est-ce que j'investirais dans vos compétences alors que vous, employés, de toute façon allez nous quitter à terme? Bah écoutez, j'aurais aimé que vous ayez connu des employeurs un peu plus favorables pour vous, mais en tout cas, il suffit de parler aux millénials ou à ceux qui ont plus de 50 ans et qui veulent travailler dans un environnement de projet, donc, eh bien, il faut que ces gens-là continuent d'aimer leur employeur, leur entreprise. Et ça, c'est très important. On en a parlé avec les syndicats. La question étant de savoir comment veiller à ce que l'employeur reste attractif. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient envie d'aller au travail et que, ma foi, s'ils partent voir ailleurs si l'herbe est plus verte, eh bien, qu'ils reviennent rapidement. Et ça, c'est l'argument le plus convaincant qui soit, je crois. Tell us a bit about the cost. Est-ce que vous pouvez nous parler des coûts d'éducation aujourd'hui? Parce qu'il semblerait qu'on ait de plus en plus de stages et d'économies des stagiaires, et ça va être de plus en plus difficile à gérer, notamment par rapport aux compétences et à la capacité des uns et des autres de s'engager dans une organisation. Oui. En fait, on parle ici d'égalité des chances d'accès au travail. Lorsqu'on parle du coût de l'emploi, on peut aussi parler du coût de l'éducation pour un groupe de jeunes où les jeunes d'aujourd'hui doivent payer, couvrir les frais de leur éducation, alors que les générations précédentes ne devaient pas le faire. Et ça, c'est une préoccupation du fait de la mise à niveau des compétences pendant toute une carrière. Il y a un an, on a lancé un projet au Guardian pour regarder les revenus disponibles des millénials, des 25 à 29 ans. En comparaison avec les 65-69 ans. Et on a comparé les revenus disponibles de ces deux groupes, en fait tous les groupes d'âge, mais spécifiquement en comparant ces deux groupes d'âge dans les 10 pays les plus développés dans le monde. Dans 8 de ces 10 pays, les jeunes gagnaient moins que leurs parents. Donc ça nous permet de dire que les générations d'aujourd'hui ont des revenus inférieurs à ceux de leurs parents en matière de rémunération. Et ça peut créer un ressentiment intergénérationnel dans le milieu du travail. C'est un des aspects, mais ça a un impact aussi au sens large dans l'économie. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la capacité des jeunes de constituer leur patrimoine ? Et tout cela a un impact également sur les retraités, parce que s'il n'y a pas d'argent pour assurer les actifs, comment est-ce qu'on fait pour couvrir les frais des pensions des générations potentiellement à venir? Alors moi, je dirais que les jeunes aujourd'hui sont finalement mieux lotis que d'autres à certains égards, en tout cas pour certains. Et puis après, il y a ceux qui sont toujours coincés dans des contrats, dans des cycles d'emploi peu rémunérés, ce piège du stagiaire dont on a parlé. Je ne connais pas les détails, mais j'ai entendu dire que vous aviez lancé une procédure contre le gouvernement belge sur ces stages non payés. Oui, moi je fais partie justement de cette génération qui a moins de rémunération que les générations précédentes. Et c'est la première fois qu'on sera moins bien lotis que nos parents à la fin de notre vie. Et en partie,
c'est dû au contact qu'on a avec le marché du travail. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, le premier contact avec le marché du travail est un contact non rémunéré en matière de donc, stage, d'interne. Et dans ce contexte-là, c'est une forme d'exploitation de la capacité des jeunes à travailler sans les payer. Il y a 4,5 millions de jeunes et d'étudiants qui font des stages tous les ans. Il y a eu aussi un Euroflash baromètre qui affirmait que 30% des stages ne fournissaient pas du tout d'occasion d'apprendre. Généralement, il s'agissait de faire des photocopies ou du café. Ces stages ne permettent pas non plus pour 30% d'avoir accès à la sécurité sociale. 60% de ces stages sont entièrement non rémunérés. Et ça, c'est quelque chose qui devient problématique parce que cela pousse ces jeunes plus loin dans le piège de la pauvreté. Et puis, c'est un problème pour la société dans son ensemble parce que c'est très mauvais en termes sociétal d'avoir une augmentation de la pauvreté des jeunes. Après, il y a un autre lien avec ces stages non rémunérés et c'est le fait d'entériner les inégalités puisque seuls ceux qui peuvent se permettre de faire un stage sans recevoir d'argent vont les faire, ce qui va encore une fois accroître les inégalités entre les plus nantis et les moins nantis. Et puis après, les stages non rémunérés constituent une violation de droit à un travail digne, entre autres. Donc, ce que nous faisons dans le cadre du Forum européen de la jeunesse, c'est de lancer des actions de plaidoyer pour pouvoir avoir une position dans des litiges impliquant des jeunes. On a d'ailleurs lancé une procédure contre le gouvernement belge dans le cadre de ces stages non rémunérés qui constituent une violation de la Charte sociale européenne. Nous considérons que le gouvernement belge entrave la possibilité des jeunes à recevoir une rémunération juste. Donc ça, c'est une des choses qu'on a essayé d'impulser. Et ça ne devrait pas constituer une menace, ça devrait au contraire être perçu comme quelque chose qui peut contribuer à trouver une solution pour ces stages non rémunérés. Et puis on a essayé de mettre en réseau les différents stagiaires entre eux. Et puis le Forum européen des jeunes a développer une charte de qualité par rapport aux stages dans les entreprises. On essaye d'obtenir d'autres signatures. On a des entreprises comme Microsoft, Adecco qui ont déjà apporté leur signature, mais il faut vraiment convaincre les entreprises parce que c'est de là que partent les solutions. Oui, est-ce que vous êtes allé au-delà de Bruxelles dans vos travaux? Oui, on travaille sur le plan européen. On a une centaine d'organisations de jeunes, de conseils des jeunes qui relaient ces actions de plaidoyer. Alors avant de donner la parole aux membres baby boomers de notre panel, je voulais revenir au sondage de départ. Je pense qu'il y a à peu près 50 personnes qui ont voté, dont 58% d'entre eux qui ont subi une discrimination liée à l'âge au travail. Neto, si je puis me tourner vers vous. Ma question concerne l'intégration des travailleurs non réguliers dans le marché du travail japonais. Alors, le Japon est une société vieillissante avec de plus en plus de vieux, de moins en moins de jeunes. Et je voulais savoir comment vous avez réussi à intégrer ces personnes dans le marché du travail. Oui, merci. Je m'appelle Naoto Omi, je suis le secrétaire général de la Confédération japonaise des syndicats Rengo. Je suis née dans les années 50, donc je suis en fait un baby boomer moi-même. Ce qui se passe dans le milieu du travail japonais concerne les travailleurs temporaires.
on a des travailleurs détachés et on parle de travailleurs temporaires, mais sur la base d'une définition un petit peu différente que celle développée par l'OCDE. Depuis 1990, on a une proportion importante de travailleurs temporaires. 40% du marché du travail est constitué par justement ces travailleurs temporaires ou non réguliers. Et puisqu'on a il y a un grand pourcentage de femmes et de jeunes dans ces 40% de travailleurs temporaires. Les jeunes ont extrêmement de mal à obtenir des contrats à durée indéterminée et finissent par accepter du travail temporaire. Par rapport aux populations plus âgées, qui ont plus de 60 ans, ils transfèrent leur contrat, acceptent des contrats à durée déterminée pour augmenter leur temps de travail et l'âge du départ à la retraite. Rengo tente d'avoir une approche sur le plan juridique autour de ces questions. Lorsqu'il s'agit du renouvellement de contrat des travailleurs temporaires, généralement, ce sont des contrats de durée déterminée d'1 an. Mais nous avons révisé au Japon la loi régissant la loi du Code du travail. Et dans ce contexte-là, on peut maintenant, au bout de 5 ans de travail temporaire, demander un contrat à durée indéterminée. On a donc développé et passé cette loi il y a 5 ans et on est en train d'essayer d'impulser le renouvellement de contrat sur une base indéterminée. Cette législation essaie de s'attaquer aux inégalités et on a aussi récemment trouvé un accord autour de cette proposition de législation sur salaire égal pour travail égal. On va donc essayer de s'atteler à ces questions de l'inégalité au Japon. Donc, on voudrait vraiment travailler à l'acceptation de salaire égal pour travail égal et justement aussi cette notion du passage d'un contrat temporaire à un contrat permanent. Il s'agit de travailler sur le plan des employeurs aussi, et puis sur le taux de syndicalisation dans les entreprises. Nous devons aussi recruter des travailleurs temporaires et essayer de les syndiquer, même si ce sont des travailleurs temporaires. Nous sommes en train d'essayer justement de vraiment avoir une impulsion générale dans ce contexte-là. Moi, j'ai raté le début de la réponse que vous avez apportée. Mais ce que j'aimerais faire, c'est vous permettre aux uns et aux autres de réagir, de formuler les commentaires que vous souhaitez par rapport à ce que vous avez entendu autour de vous. Est-ce que vous avez des réactions particulièrement par rapport à ce que vous avez entendu? Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, alors par rapport aux travailleurs non réguliers, on a les jeunes, on a les plus âgés, on a les femmes. Donc ce n'est pas simplement des travailleurs non réguliers en catégorie homogène, c'est vraiment très multifacette. On aimerait effectivement sensibiliser les populations dans nos pays à cela. Oui, moi je pense que vous avez oublié de mentionner aussi la prévalence de ces contrats à court terme pour les jeunes. Et puis, c'est très difficile de ce fait pour les jeunes d'avoir accès au système de sécurité sociale. Pour obtenir des prestations, il faut avoir travaillé un certain temps, pendant une certaine période, pour une seule et même entreprise. Parfois, c'est très difficile lorsqu'on a des contrats à droite à gauche pour les jeunes d'avoir accès à des allocations ou des prestations. Et donc ça renforce le problème générationnel dans le marché du travail.
Oui, moi j'ai grandi en Australie, mais je vis en Europe depuis 14 ans. Moi, je dois dire que en Australie, on a un accès universel et puis ça peut être sur la base d'une exclusion, sur la base d'un revenu moyen. Mais il ne s'agit pas ici d'accumuler des droits, c'est plutôt qu'on est qualifié par défaut, sauf exception. Oui, est-ce que peut-être qu'il faudrait maintenant commencer à découpler le système de sécurité sociale du contrat d'emploi? Moi, je pense que ce qui m'a frappé en fait par rapport à ce que j'ai entendu, c'est la chose suivante. On parle beaucoup des différences dans le monde du travail, lorsqu'on parle de ces génération, la façon dont ils apprennent, les compétences. Mais en fait, on a beaucoup entendu parler du besoin de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et ce qui est intéressant pour moi dans ce que j'ai entendu juste à gauche avec les deux panélistes, c'est que euh, les personnes les plus vulnérables sont aussi celles qui ont le moins de sécurité, en fait, sur le plan du travail, parce que souvent, les femmes vont quitter le marché du travail parce qu'elles partent en congé maternité. C'est pareil pour les jeunes ou les beaucoup plus âgés. Et si on veut harmoniser le monde du travail, il faut que ces différents individus puissent y avoir un accès, ce qui commence par l'éducation, bien entendu, mais c'est lié à une reconfiguration du système du travail dans son ensemble. Parce qu'en fait, on fait face à un changement de taille lorsqu'on réfléchit au fait qu'il est probablement probable que moi, je vais travailler jusqu'à mes 70 ans, peut-être même plus. Et ceux qui viennent après moi, ben, ce sera pareil. Sinon, encore plus de temps de travail. Donc il faut revenir pas simplement à la question du milieu professionnel, mais aussi le milieu de l'enseignement. Oui, moi j'aurais quelques remarques. Je pense que oui, effectivement, on va devoir travailler au-delà de 70 ans. D'ailleurs, je pense que beaucoup de travail manuel va être transféré à- avec la technologie. Mais sur la question de l'insécurité au travail, l'insécurité par rapport à l'emploi, c'est un problème. Il y avait une autre séance en fait qui traitait de l'idée d'un revenu universel de base. Donc ça, c'est possiblement une solution. Et nous, on avait fait une étude sur la retraite il y a un an et on a constaté que c'était les indépendants qui sont les moins axés sur ces questions de retraite, souvent les plus jeunes. Et ça, je pense que c'est très important aussi lorsqu'on réfléchit à une action politique à mettre en œuvre. Je pense qu'une des solutions qu'on pourrait trouver, pas simplement avec les employeurs, mais les dirigeants politiques aussi, c'est qu'en quelque sorte, on rende obligatoire, j'aime pas cette notion d'obligatoire, mais dans ce contexte-là, il faudrait avoir une cotisation obligatoire à un fonds d'éducation pour l'éducation tout au long de la vie. Nous, en tant qu'entreprise, on a expérimenté avec cela. 1% du salaire des employés est investi dans des programmes d'éducation qui soient liés au milieu du travail ou pas. Et ça, c'est fantastique parce que ça permet aussi de transitionner et d'effectuer sa transition vers la retraite d'une autre manière. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on devrait réfléchir, cette question du financement, quel que soit l'âge, pour des programmes de formation. Alors, moi, ce que j'ai remarqué avec cette question, c'est que c'est très facile d'avoir une notion abstraite et de discuter de manière très conceptuelle, mais souvent les choses rentrent, souvent lorsqu'on en parle, ça devient très personnel. Quand est-ce que vous aimeriez prendre votre retraite et quand est-ce que quand est-ce que vous pensez que vous allez jusqu'à quel âge pensez-vous que vous allez travailler? Bon,
Moi, au départ, je me disais que je serais mort à 86 ans, mais maintenant j'ai un ami qui a 86 ans, donc je me dis qu'il n'est pas si vieux que ça. Moi, je pense que j'arrêterai entre 75 et 80 ans. Oui, question difficile. J'ai 32 ans. Euh, je n'ai pas en fait réfléchi énormément à mon âge de retraite. Je sais juste que ce sera probablement plus tard que la plupart des gens avec qui je travaille qui sont plus âgés que moi ou que mes parents. Moi, j'imagine que je vais partir à la retraite probablement euh, une fois passé mes 70 ans. Moi, j'aurais préféré pouvoir partir à la retraite à l'âge d'aujourd'hui, disons, celui du départ à la retraite des générations comme mes parents. Mais bon, ce n'est pas simplement aussi noir et blanc nécessairement. Moi, j'aurais préféré une autre vie de travail où on ne parle pas simplement d'une carrière, où on dit travailler, 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 tout d'un coup arrêter. Je pense qu'il faut lâcher la pression. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui rentrent en compte. Quel type de pression on subit, si on réfléchit à avoir des enfants ou pas. Moi, je pense qu'un schéma moins linéaire de carrière, ça m'irait très bien. Mais j'ai aussi l'impression que je fais partie d'une génération qui rentre dans le milieu du travail dans un moment d'évolution. Peut-être que maintenant, dans 10 ans, ça aura complètement changé. Bon, je suis désolée, j'ai été injuste. Moi, je pense que je vais continuer à travailler jusqu'à mes 75 ans, mais j'aimerais le faire d'une manière à mi-temps. Mais je n'arrive pas à imaginer tout d'un coup m'arrêter de travailler. Euh, je ne peux pas m'arrêter net. Oui, et puis c'est pas fantastique d'opérer de la sorte. Euh, Moi, j'aimerais continuer à travailler jusqu'à 75 ans, mais sans subir de discrimination due à mon âge. Donc, il faudrait que je continue à avoir un salaire qui est égal pour travail égal. Naeto, vous avez 63 ans maintenant? Oui, moi j'ai effectivement 63 ans, mais j'ai l'impression d'avoir 5 ans de moins. Donc en fait, j'ai pas du tout réfléchi à cette question de la retraite pour l'instant. Je suis très engagée dans mon travail et ce depuis 40 ans. Je me souviens de mes débuts lorsque j'ai commencé à travailler. Tout se passait de manière manuelle. Aujourd'hui, tout est numérique, digitalisé, informatisé. On a des avancées technologiques énormes. Et puis, je pense qu'il y aura en fait d'autres évolutions technologiques massives. Alors, tant qu'on peut l'anticiper, ça nous permettra de bien suivre ces évolutions. J'ai une question du public, Caballero Soso, qui, Lila, donc, euh, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la fonction hmm, quel est l'homme qui souhaite répondre à cette question liée à la reproduction Oui, bon, ben moi j'ai 3 jeunes enfants, donc je pense que c'est très important comme sujet. Je pense qu'on devrait avoir plus euh, d'égalité. On a 2 jours de congé paternel, donc je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas logique en fait, surtout par rapport au fait que c'est en deçà de la moyenne de l'Union européenne. Et puis, je pense qu'on a aussi travaillé à ne pas endommager la carrière des femmes lorsqu'elles partent en congé maternité. Et peut-être que ça revient en fait à cette discussion qu'on a eue sur la retraite. On a, Vous avez parlé d'années sabbatiques, de ce besoin d'années sabbatiques. Mais si on vit jusqu'à 100 ans, et le fait d'avoir des enfants, c'est un aspect important de la vie,
Et dans ce contexte-là, avec une vie plus longue, c'est quelque part plus logique de prendre un moment pour s'ajuster, pour ajuster aux modifications. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui. Bon, la question, c'était quoi? La question, c'était le droit de... Comment est-ce qu'on peut gérer cette question que c'est que les femmes, en fait, qui peuvent accoucher et que, du coup, elles subissent peut-être plus que les hommes ces conséquences-là dans le milieu professionnel? Oui, ben, en fait, on parle beaucoup du congé maternité et je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait mieux répartir l'accès au congé, que ce soit maternité ou paternité. Mais lorsqu'on réfléchit à un temps de travail, une carrière beaucoup plus longue en termes d'années, pour moi, en tant qu'employé, je trouverais ça vraiment beaucoup plus attrayant si je pouvais être sûre que ce n'est pas simplement mon rôle en tant qu'employé d'une entreprise, mais mon rôle en tant que citoyen dans une entreprise. Et ça comprend la notion de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je pense qu'il faut intégrer ce paramètre-là aussi. Parce que lorsqu'on parle d'une reconfiguration du milieu professionnel, il ne s'agit pas simplement de travail, il s'agit aussi de stabilité sociale. Et si on veut que les gens puissent fonder des familles, fonder des relations constructives, il faut avoir un accès égalitaire. Oui, et puis de toute façon, il faudra qu'on continue à avoir des enfants si on veut partir à la retraite et être couvert. Alors, dans les éléments de recherche que j'ai fait, j'ai écrit un livre sur le conflit intergénérationnel il y a une dizaine d'années. Je pense que j'ai peut-être été trop schématique dans mon analyse, mais ça reflétait l'impression des personnes à l'époque que j'ai interviewées. Moi, ce que- j'étais très critique par rapport aux gens qui s'accrochent à leur boulot pendant un temps infini. Moi, j'étais vraiment pour que les gens euh, passent d'un boulot à un autre, qu'ils n'aient pas ce comportement alpha simplement d'une promotion verticale et d'une montée d'hiérarchie. Et puis, je pense que ça va être une des questions vraiment du moment. Comment s'assurer, comment s'habituer à l'idée qu'un jeune, en fait, devienne votre chef ou comment s'habituer à l'idée qu'une carrière peut zigzaguer, aller dans un sens et puis dans un autre et que ce n'est pas si mal finalement. Euh, que même si on n'est pas en train de monter dans la hiérarchie, on est en train d'avancer sa carrière d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté soit dans vos carrières, soit dans les groupes que vous gérez? Et comment gérer ces tensions, en fait, qui puissent survenir? Parce que ça ne peut pas que se faire par de la législation, c'est aussi fondé sur les relations et les rapports entre les gens. Oui, au Japon, nous avons un système fondé sur l'ancienneté. Plus on vieillit, plus on obtient des postes à haute responsabilité. Et puis par rapport à ce que vous avez dit sur justement un jeune qui occupe un poste à haute responsabilité, ça peut gérer des tensions, ça peut générer une difficulté à accepter la réalité. Cependant, je pense que c'est une tendance qui va disparaître au Japon. On est en train de promouvoir aussi les femmes dans ces postes à responsabilité, postes de gestionnaire. On a maintenant une loi pour encourager le recrutement des femmes dans le marché du travail. Et on a aussi des quotas par rapport aux position de responsabilité. Bon, c'est pas encore, on n'y est pas encore. On est encore en train d'essayer de s'améliorer, mais on impulse vraiment dans ce domaine. Oui, moi je pense que le système que vous avez décrit était le même aux Pays-Bas il y a 20-30 ans, mais ça a changé très rapidement. Et
ce n'est plus vraiment une préoccupation. D'ailleurs, on vient de me nommer président du comité néerlandais. Alors, je suis le plus jeune, donc peut-être que je suis un exemple pratique de ça. Donc, je demanderai à mes collègues lorsque je les vois jeudi. Mais je pense qu'aux Pays-Bas et en Europe de l'Ouest, c'est moins un problème aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, en fait, là, c'est que ça rejoint d'autres domaines d'inclusion à d'autres titres, sur la base de la diversité, par exemple, ou du genre. Mais en tout cas, cette question de l'âge, c'est moins important. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est très intéressant, je pense là, avec justement la croissance exponentielle des nouvelles technologies, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont natifs de ces outils, ont en fait de plus en plus d'expérience que les groupes plus âgés. Et là, il faut vraiment aussi adapter la main-d'œuvre un peu plus âgée afin qu'elle s'adapte rapidement à ces nouveaux modes de travail, ces nouvelles modalités du travail. Et ça peut gérer en fait toute une série de tensions et il faudra gérer cette transition-là. Ça va être quelque chose de très important, notamment pour les entreprises qui sont là depuis longtemps, pas pour les nouvelles start-up, mais les plus anciennes des entreprises. I think that from a perspective of Peut-être que nous commençons à connaître ce marché du travail qui est très flexible, très fluide, très changeant. C'est peut-être plus facile pour les nouvelles générations. En même temps, nous vivons ce déséquilibre au niveau de la puissance des générations respectives sur le lieu du travail. Du fait, entre autres choses, que les jeunes sont moins expérimentés, ils connaissent moins bien le fonctionnement du lieu de travail. Mais je pense que peut-être il y a un nouveau défi. Que peuvent apprendre les générations les unes des autres sur le lieu du travail? Je pense que j'ai suffisamment écouté mes aînés pendant les 20 années de mon expérience professionnelle, mais j'ai l'impression que quand j'étais jeune, j'ai trop accéléré, j'ai loupé certaines choses et je le vois chez mes jeunes collègues aujourd'hui. Ils passent à côté de certaines choses du fait d'aller trop vite. Et je le vois aussi chez mes aînés parfois qui ne comprennent pas l'utilisation de certains outils que les jeunes prennent pour acquis, des outils numériques par exemple. Mais donc, que peuvent apprendre les générations les unes des autres sur le lieu du travail? Quelles sont les leçons plus générales que nous pouvons en tirer? Eh bien, absolument. Nous sommes journalistes tous les deux, Marc et moi, en quelque chose qui est traditionnel dans notre profession, c'est le fait d'avoir un mentor, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient quand vous commencez. Il y avait beaucoup plus de structures par le passé pour faire cela. Et c'est très avantageux, en fait. Cela aide vraiment à créer une bonne ambiance et aussi à transférer les compétences. Cela transmet le message aussi que l'apprentissage peut aller dans les deux sens. Mais maintenant, au sein de mon organisation, quand vous regardez d'où viennent beaucoup des changements, cela vient de ceux qui travaillent dans le domaine du développement numérique, ceux qui créent les outils pour le contenu du Guardian, par exemple. Et la plupart de ces jeunes-là ont la vingtaine, la trentaine. Et l'un des grands défis pour ceux qui travaillent essentiellement pour élaborer de nouveaux outils, c'est le défi de la communication. Comment communiquer avec les autres générations, avec les autres collègues sur ce qu'ils font. Là où il y a eu des rôles de mentors au sein de l'organisation, cela fonctionne beaucoup mieux en fait. Et donc, cela revient à la connaissance institutionnelle qui est transmise aux plus jeunes qui entrent à la profession et aussi la transmission
de l'expertise des gens qui sont plus expérimentés. Je pense que beaucoup de questions qui portent sur l'égalité homme-femme bénéficient de la présence des jeunes générations. Le fait de créer un environnement qui est sûr pour les femmes, mais aussi pour les gens transsexuels, pour les parents, pour les couples du même sexe. Tout ce qui porte sur les questions du genre, c'est en fait impulsé par les jeunes générations. J'aime beaucoup ce système de mentor. J'ai eu le privilège moi-même de bénéficier de l'aide de deux de mes aînés. Maintenant, je cherche à faire bénéficier du même système à mes plus jeunes collègues. Il y a beaucoup d'exemples pratiques que nous pouvons citer. Un exemple très pratique, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes hérités du passé. Nous parlons beaucoup du nouveau monde, mais il y a beaucoup d'employés qui sont plus âgés et qui ont beaucoup d'expertise, qui savent beaucoup de choses. Alors, je sais moi-même que j'ai dû demander à des retraités à revenir pour travailler sur des systèmes, des problèmes que nous avons rencontrés dans notre système. Et en fait, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider. Alors, je me souviens d'un grand problème que nous avions et j'ai appelé un de nos retraités et il a dit « Je l'apprécie beaucoup, merci infiniment de m'avoir contacté, mais je ne veux pas être payé pour cela. J'apprécie vraiment le fait de pouvoir faire une contribution. » Et j'ai trouvé ça fantastique aussi. Vous l'avez envoyé une caisse de champagne, c'est cela? En fait, nous l'avons invité à dîner, donc nous avons résolu la question de la contrepartie autrement. Il y a une autre chose à laquelle je pense plus maintenant. J'ai un dialogue avec certaines personnes très jeunes qui viennent de nous rejoindre depuis la crise financière, qui se souvient des bulles Internet avant la crise financière. Eh bien, je pense que là aussi, les générations peuvent apprendre des unes des autres. Si nous avons 5 générations sur le lieu du travail, je pense que cela nous crée énormément de potentiel justement pour apprendre les uns des autres et pour nous aider à affronter l'avenir. Merci beaucoup, Meto. Au Japon, il y a un bon système de mentors. Et en fait, ce sont les aînés qui enseignent aux plus jeunes. Cela fait partie de notre culture corporate qui perdure, en fait. Au fur et à mesure que nous opérons une transition au numérique, tout le monde travaille devant leur écran et nous devenons de plus en plus inhumains. Cela nuit au contact entre les pairs, entre les collègues. C'est un problème. Mais en même temps, nous avons une forte solidarité entre collègues. Nous réunissons après le travail pour prendre un verre, par exemple. Mais les jeunes hésitent plus à le faire, même si leurs supérieurs souhaitent les inviter à prendre un verre. Les jeunes sont un peu réfractaires. Je pense que cela indique en quelque sorte le changement de mentalité entre générations sur le lieu du travail. Je pense que nous devons faire quelque chose pour inspirer les jeunes et les faire participer à cette solidarité entre collègues. Parfois, nous organisons des événements, mais en fait, les jeunes hésitent à participer. Je pense que les activités traditionnelles pour renforcer les relations entre collègues peuvent aider à cet égard, pour générer cet esprit d'équipe, pour que les jeunes puissent vivre cette solidarité entre générations. Donc nous examinons le potentiel de ce côté-là. Nous cherchons le moyen de combler les fossés entre générations. Sinon, nous nous isolons en fait.
Oui, merci beaucoup. Donc, je regarde l'écran et je laisse accumuler les questions, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas l'appareil et qui auraient peut-être des questions à nous poser directement depuis la salle. Donc, si vous pouvez vous préparer, nous allons vous donner la parole bientôt. Alors, les questions de Wissem-Blay. Est-ce que le congé paternel peut aider à soulager les femmes et soulager les questions d'inégalité homme-femme. Que pensez-vous, membres de notre panel? Eh bien, je suis d'accord avec ce propos. Je sais que dans certains pays, en Allemagne, par exemple, là où il y a plus de congés disponibles si le couple partage, en fait, les droits de congé. Donc, il y a des pays qui avancent dans ce sens. Dans le cadre plus général du lieu de travail plurigénérationnel, si nous passons plus de temps dans la population active, cela soulève des questions concernant les endroits où vous devriez passer votre carrière. Comment démanteler les obstacles? Quand on a la vingtaine, la trentaine, on commence à s'habituer au monde du travail et c'est au même moment que vous fondez vos familles, vous achetez un logement. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses à gérer. Peut-être que nous devrions œuvrer pour créer des situations où les gens n'hésitent plus à prendre un peu de temps pour poursuivre ces autres considérations dans la vie. Alors, tout ce que je dis, en fait, serait de trop. Il me semble que vous avez dit le nécessaire, tout à fait. Alors, oui, alors, je pense que la réponse courte, comme la réponse longue, c'est oui. Nous avons eu cette conversation avec ma femme quand nous avons eu nos 3 enfants. Et nous avons pensé que ce serait facile de changer les habitudes à cet égard. Alors, d'un point de vue néerlandais, je pense qu'il faut en fait faire progresser l'action publique pour donner ce genre d'opportunités à nos citoyens. Méto, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors, j'adore mon travail et je devrais reconnaître que j'ai peut-être négligé ma famille. Mais les nouvelles générations doivent en fait essayer de corriger le tir, établir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Selon les enquêtes de l'OCDE, la participation des pères à la vie du ménage est quelque chose sur lequel nous devrions travailler. Il faut promouvoir le rôle des pères à la maison. C'est quelque chose de positif. Il faut à cet égard également promouvoir le congé paternel pour essayer de corriger l'équilibre homme-femme. Alors s'il y a une chose que je retiens de ce débat, c'est que nous ne pourrons pas éviter cette réalité, le fait qu'il y a beaucoup de questions chevauchantes. Nous ne pouvons pas isoler les questions générationnelles, des questions d'équilibre homme-femme et autres. Alors, qui a une question dans la salle? Alors, il y a quelqu'un au milieu vers le fond de la salle. Merci beaucoup. Alors, bonjour, Bia Sundell. Je suis directrice d'un ONG en Finlande. J'ai écouté le débat. Je dois
en fait parler d'une question que je rencontre souvent. Je travaille dans les services pour enfants. J'ai des employés dont des très jeunes. Certains sont très compétents, mais ils n'ont pas vraiment un sentiment d'engagement. Ils travaillent pendant 6 mois, 8 mois, et après, ils veulent prendre leur sac à dos et partir voir le monde. Je comprends très bien, je comprends qu'il faut voyager quand on est jeune, mais j'ai besoin de mes employés, j'ai besoin de travailleurs. Et quand on travaille, il faut savoir travailler avec les autres. J'ai besoin que ces jeunes restent plus longtemps, qu'ils s'engagent vraiment. Et ensuite, j'ai des employés plus âgés qui sont très expérimentés, qui travaillent depuis longtemps. Mais puisqu'ils sont plus âgés, ils trouvent le travail très difficile. Et ils ont du mal maintenant. En Finlande, il n'y a pas assez de monde pour faire ce genre de travail. Donc, qu'est-ce que je devrais faire en tant que directrice? Je ne crois pas vraiment en ce système de mentor parce que le travail est ce qu'il est. Et je n'y peux rien, en fait. Je suis désolée pour mon anglais. J'espère que j'ai été claire. On va peut-être entendre les réactions aux différentes questions. Allez-y. C'est un vrai dilemme, c'est vrai. Et j'aimerais pouvoir sortir un lapin du chapeau et vous présenter une solution toute faite, mais je ne crois pas que ce soit envisageable. Il y a ce concept d'emploi ou d'adaptation des emplois pour qu'on ait une approche spécifique et pour que ça reflète les compétences des uns et des autres, d'où les compétences physiques et psychologiques. Mais je crois que tout cela n'en est qu'à ses balbutiements. Mais en fait, je crois que tous ces millénials, pour qu'ils restent engagés et qu'ils continuent de s'intéresser, eh bien, c'est une vraie question qui se pose. Et je dois dire que c'est relativement inquiétant, en fait. J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Et puis, bon, moi non plus, je n'ai pas de solution à vous proposer, malheureusement. Je pense que ce que vous avez décrit est très intéressant. Cela nous renseigne sur les perceptions de ce que le monde du travail leur propose, leur perception de ce que c'est que la réussite. Nous entendons souvent que les millénials ne s'attendent pas à avoir une carrière dans un seul endroit linéaire. Ils s'attendent à travailler dans plein d'endroits, dans plein de rôles, plein de professions. Mais en fait, l'essentiel pour eux, c'est l'idée de travailler dans quelque chose qu'on aime beaucoup, qui est gratifiant, satisfaisant. Alors, peut-être que la solution ne se présentera pas du jour au lendemain, mais si vous voulez retenir vos employés, il faut peut-être songer aux possibilités de leur accorder le temps nécessaire quand ils en ont besoin, le temps de partir voyager, voir le monde, peut-être, pour revenir vers vous ensuite. Je pense qu'il faut trouver les moyens de les garder. Mais en fait, cela ne répond pas à votre question précisément, à votre difficulté. Oui, alors je ne dirais pas que ceci est toujours un problème pour tout le monde, mais une façon de procéder serait d'inclure les jeunes et les employés plus âgés de plus en plus dans la conception des programmes pour que tout le monde s'approprie des objectifs de l'entreprise. Demandez aux employés qu'est-ce que vous pensez, quelles seraient vos solutions pour atteindre les objectifs, parce que cela donne plus de pouvoir à vos employés de changer la façon dont nous faisons les choses, les faire participer à la conception des programmes. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de réglementation du marché du travail et parfois ceci est contourné ou abusé pour en fait être discriminatoire envers des jeunes qui ensuite rejettent les professions et partent faire autre chose. Alors si votre pays ne permet aux jeunes que de bénéficier de la sécurité sociale après l'âge de 25 ans, il faut trouver moyen de leur donner la sécurité, la protection, la couverture dont ils ont besoin pour qu'ils restent. Alors, je pense que la question est de savoir comment faire évoluer vos travailleurs.
et aussi de voir combien de temps vous pouvez les retenir. Alors, c'est devenu un grand débat au Japon. Selon le modèle traditionnel, qui est un modèle fondé sur l'idée d'être membre, nous n'avons pas une description du rôle de chaque particulier, de chaque individu. Quand on commence à travailler, on commence à travailler d'une façon générale avant de se spécialiser progressivement plus tard. Maintenant, nous essayons de promouvoir une idée de recruter sur la base de postes clairement décrits avec un système de promotion. Donc nous essayons de faire en sorte que le recrutement se passe sur une base de postes définis. Et les personnes qui sont embauchées maintenant ont tendance à quitter l'entreprise plus rapidement que par le passé. Mais il est mieux d'avoir des postes clairement définis avec une description du travail que cela implique. Donc il y a du bon et du mauvais, mais je pense que les travailleurs doivent gagner une expérience large et dans la mesure du possible, il faut multiplier ces possibilités-là. Oui, merci beaucoup. Il y a un microphone qui arrive vers vous, madame. Merci beaucoup. Maria Sloé, universitaire. J'ai une observation et ensuite un commentaire. Je suis irlandaise. Il y a une enquête qui a été menée en Irlande il y a 3 ans auprès des employeurs. Nous les avons demandé à quel âge est-ce qu'un employeur est un employé devient un employé plus âgé. Et la réponse était à l'âge de 52 ans. Je voudrais aborder une question qui a été évoquée sous une forme ou une autre par tous les panélistes, et c'est la question de la formation. Cette organisation, l'OCDE, a promu l'idée d'une éducation récurrente il y a 40 ans déjà. L'idée qu'il pourrait y avoir une éducation flexible tout au long de la vie avec des périodes d'études, de formation, etc. PIAC, qui est un autre organe de l'OCDE qui publie des rapports, évalue la compétence des travailleurs jusqu'à l'âge de 64 ans. S'il y a quelqu'un qui représente le PIAC ici présent, j'espère que la prochaine fois, vous allez étudier les personnes âgées de plus de 64 ans. En fait, il faut un investissement public pour l'apprentissage tout au long de la vie. Nous avons constaté qu'il y a des inégalités grandissantes associées à l'apprentissage tout au long de la vie, parce que pour le moment, ceux qui bénéficient de ces possibilités sont ceux qui sont déjà les plus qualifiés, les plus diplômés. Alors, il faut donc travailler pour corriger ces inégalités. Oui, je vais rajouter à cela. Je pense que nous prenons pour acquis le fait que l'éducation secondaire devrait être gratuite, donc un service public, mais il faut peut-être réfléchir aux autres niveaux d'éducation. Monsieur Jans Dombro, je suis membre du Parlement letton. Une des questions qui est un peu oubliée par les pays, c'est qu'il faut en fait essayer de contrer les difficultés liées au vieillissement de la population en soutenant les familles. Mon pays a un taux de fertilité ou avait un taux de fertilité très faible de 1,1 enfant par femme, et nous avons changé notre action publique. Nous avons introduit des droits de congé de 2 ans. Les parents peuvent choisir de bénéficier de ce congé payé pendant 2 ans, après quoi il y avait des places en crèche
gratuitement disponible pour ces familles. Et maintenant, nous constatons que le taux de fertilité a augmenté pour atteindre 1,8 enfants par famille. En conséquence de cette politique. Donc cela peut constituer une solution. Quand nous comparons la situation des générations actuelles aux générations antérieures, nous constatons qu'en Europe orientale, c'est la population la plus âgée qui est la plus pauvre, alors que les jeunes sont plus aisés dans cette région. Et c'est à cause de nos interventions. À partir de l'âge de 14 ou 15 ans, les jeunes peuvent commencer à travailler. Ils peuvent être rémunérés pendant l'été, par exemple. Mais l'essentiel, c'est que ces jeunes comprennent comment travailler, ce que c'est que le vrai travail. Par exemple, c'était mon cas aussi. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à passer mes étés à travailler dans le BTP. Et j'ai compris que ce n'était pas ma vocation. Et après, j'ai commencé à travailler dans une entreprise informatique. Quelques années après quoi, j'ai fondé ma propre entreprise. Je pense que c'est un modèle que les pays occidentaux pourraient considérer à leur tour. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons entendre les réponses des panélistes pour ensuite conclure la session à temps de vous permettre de changer de salle? Oui, j'ai travaillé pendant quelques années en Europe orientale et je suis tout à fait d'accord avec votre évaluation. Il faut en fait étudier les capacités de gagner des revenus des différentes tranches d'âge. Je constate que dans certains pays en Europe orientale, il y a un taux de chômage des jeunes qui est très faible, aux alentours de 1%. Donc je pense que ce que vous dites est juste. Alors pour les Pays-Bas, il y a quelques facteurs qui entrent en jeu. L'immigration et un taux de fertilité plus important, le taux de remplacement qui est plus fort que ce que vous citez. C'est très important. Pour revenir sur cette question de l'éducation, je pense que vous avez signalé quelque chose d'extrêmement important et nous devrions continuer à y réfléchir après cette séance. Chaque année, depuis 3 ans maintenant, nous constatons que le budget pour l'éducation n'a pas été dépensé en entier. Alors, tout le monde considère que l'éducation est très importante et en même temps, nous ne profitons pas pleinement des possibilités. Alors, personnellement, je m'engage à travailler avec mes employés, avec le ministère des Affaires sociales aux Pays-Bas, pour m'assurer que les montants disponibles sont bel et bien investis, sont dépensés. Parce que très souvent, bien que l'éducation est considérée comme étant très importante, nous n'accordons pas la priorité nécessaire par rapport aux autres priorités que nous identifions. L'éducation est vraiment sur la table depuis une quarantaine d'années, mais je pense qu'il va falloir travailler très dur encore pour le faire prendre au sérieux. Alors, je pense qu'il faut créer les incitations pour ceux qui ont ce budget à dépenser pour l'éducation. Oui, mais le problème, entre autres choses, c'est que l'éducation devient rapidement obsolète. Et donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus encore plus. Il faut être innovant et développer de nouveaux outils pour ce faire. Alors, je vais répondre à la dame d'Irlande. Oui, quand nous parlons de l'apprentissage tout au long de la vie, l'idée qu'il va falloir continuer à apprendre pendant nos vies professionnelles,
Je pense qu'il faut aussi étudier la question de savoir qui devrait financer cela. Est-ce plus d'où devrait venir cette incitation? Est-ce que c'est l'obligation de l'État ou l'obligation des employeurs? Et en fait, ce serait plus logique que ce soit l'État qui s'en occupe. Mais il y a un autre aspect qui est très, très important dans tout cela, c'est la technologie. Comme vous l'avez dit, la technologie implique une obsolescence assez rapide de l'éducation et des compétences. La technologie peut être très favorable à l'acquisition des compétences, mais d'un autre côté peut être assez nuisible. Et cela tend à favoriser les inégalités grandissantes parfois, parce que ceux qui peuvent bénéficier de ces formations, de ces nouvelles opportunités pour acquérir de nouvelles compétences sont en général ceux qui sont le plus diplômés pour commencer. Je crois qu'il faut conclure rapidement quand même. Je vous repasse la parole, Diane. Oui, c'est vrai qu'avec ces nouvelles formes de travail, les jeunes peuvent créer de manière nouvelle, ils peuvent être entrepreneurs, ce qui peut avoir des conséquences négatives nombreuses, notamment le fait qu'il y a des jeunes qui peuvent gagner moins. Et puis, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que même si dans l'absolu les choses ont évolué, les standards les niveaux ont augmenté, eh bien, si on prend les choses vues dans leur ensemble, eh bien, il y a plutôt une baisse de niveau, problème d'accès à la propriété pour acheter son appartement ou répondre ou subvenir à nos propres besoins. Donc il y a 31,5% des jeunes qui souffrent d'un risque de pauvreté. Alors je ne suis pas en train de dire que la question de la pauvreté des personnes âgées n'est pas un problème, c'est un problème très important. J'en reviens à ce que disait tout à l'heure, la pauvreté des générations, d'une génération est une pauvreté pour toutes les générations. Et par rapport à l'apprentissage tout au long de la vie, eh bien, notre organisation, je dirais que nous, on met vraiment l'accent sur le temps consacré, le bénévolat, etc., pour veiller à ce que tout le monde ait accès à une éducation gratuite jusque dans le tertiaire. Et puis, on demande également à créer des partenariats avec les organisations de la société civile pour organiser les formations tout au long de la vie, amélioration des compétences, etc. Parce qu'il y a un vrai savoir qui n'est pas véritablement utilisé par le secteur privé ou par les institutions publiques. Au Japon, je dirais que les choses sont en train d'évoluer. On a 1,3, le taux de natalité de 1,3. Nous essayons d'améliorer les choses pour passer à 1,8 enfants par femme. Et je crois que la gratuité de l'éducation peut jouer un rôle majeur en la matière. Et je crois aussi que les investissements dans l'éducation sur les budgets publics restent trop faibles et parmi les plus faibles des pays de l'OCDE. Et puis, je dirais que les investissements publics doivent être plus importants dans l'enseignement supérieur, et tout comme dans les crèches aussi. Et ce faisant, eh bien, nous devrions intéresser davantage les gens à construire une famille. Merci. Merci beaucoup aux différents orateurs. Merci à vous tous de vos questions et contributions. J'espère que vous allez pouvoir rejoindre votre prochaine séance en temps et en heure. Merci à tous et à toutes d'avoir bien voulu parler de cette question. C'est une question qui va nous occuper pendant un certain temps. Donc merci de vos réflexions très intéressantes.